Voyage Cast numéro 32, histoire de voyage au bout du monde. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and packed her out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Ah, les Doors, c'est vraiment magnifique. Ici avec Rider of the Storm, avec le bel accent s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre épisode ? Ben, ça a plus ou moins à voir. Sachez que, rapport au film et tout ça de cet épisode, l'intro, il fait très chaud, j'ai déménagé toute la journée, donc c'est un peu du n'importe quoi. Puis vous verrez, pendant le podcast, on a parlé de Gary, qui a fait une aventure extraordinaire. Il a traversé plus de 38 pays, en 700 jours d'aventure, plus de 20 000 km en vélo. Une aventure extraordinaire dont il est venu nous parler de quelques petites anecdotes qui lui sont arrivées. Alors je vais pas tout vous spoiler, mais dites-vous qu'au début on a parlé de la Guyane, ensuite on est parti au Salvador pour un moment assez difficile, compliqué dont il va nous faire part. On a suivi avec le Bangladesh, où il a été stoppé à la douane pendant 3 jours et puis ça lui a permis de faire des rencontres assez impressionnantes, pour finir avec un ouragan en Inde. Du coup vous voyez... En vélo, c'est presque un Riders, of the Storm, dans la tempête, dans l'ouragan. Finalement, vous voyez, mon introduction se tient à peu près. Bref, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Les histoires de voyage avec Gary, c'est tout de suite. Bonjour mesdames et messieurs, ici Paul Cunningham qui vous parle du quartier général de l'opération Capricorne 1. Il est 6h03 heure d'été zone Est. En ce moment même, tous les systèmes sont go, tous les voyants sont verts. Nous allons résumer pour vous cette matinée. À H-8h05, l'aire de lancement a été évacuée et nous avons commencé à charger le carburant dans la fusée porteuse. L'équipage est maintenant dans la rampe d'accès et il se prépare à entrer dans le vaisseau spatial. Nous sommes à H-30, ici la salle de contrôle de Capricorne. Bonjour et bienvenue sur Voyage Cast, ici Jonathan et je suis accompagné de Gary. Salut Gary. Salut. Alors comment ça va aujourd'hui d'ailleurs ? T'es où en fait ? Je suis à Paris là. Ok, super, et ben j'y serai la semaine prochaine, youhou. Alors on t'accueille sur VoyageCast aujourd'hui parce que tu as fait 2 voyages assez grands. Alors le premier, tu l'as fait en vélo. Tu peux nous le raconter un peu ? Qu'est-ce que tu as fait en vélo ? Alors on peut appeler ça plus ou moins un tour du monde. On est parti avec 2 amis d'enfance pendant 2 ans et on a parcouru 20 000 km dans 38 pays, 4 continents. Voilà, un tour du monde à vélo on appelle ça. Ouais, cool, pas mal, hein. Tu vas nous raconter un peu comment ça s'est passé. T'en as profité pour écrire un livre à ton retour, hein, La Terre vue de la selle. On va en parler un peu en fin d'émission. Tu as fait un autre voyage aussi, un voyage en 4L. Alors ça aussi, un truc spécial. T'es parti d'où pour arriver où ? Alors là c'était 1 an après le retour du vélo, donc l'année dernière, je suis parti avec ma copine et on a fait Paris-Hong Kong en 4L. Ah, ça doit être pas mal ça. Ouais, c'est sympa aussi. Plus compliqué la 4L que le vélo, mais c'est sympa. Ouais, ça t'a pris combien de temps, t'as dit ? 1 année ? Ouais, 11 mois on a mis là, pour faire Paris-Hong Kong. On a pris notre temps. Ouais, incroyable ça, t'as dû voir des trucs énormes, ouais. Au niveau de la mécanique, c'est pas un peu compliqué ? Non, bah on a un peu pris la 4L pour ça, parce que c'est assez simple, puis ça casse jamais, donc on a eu de la chance, mais au final, elle est arrivée au bout entière. Ok, t'as aussi un projet de livre pour ce voyage, ou bien non ? Pas encore, non. Pas tout de suite. J'ai fait le premier, on verra après. Mais pourquoi pas, j'ai aussi écrit mes carnets de voyage tous les jours, donc j'ai de quoi faire s'il faut. Ok, intéressant, bah on attend ça. Alors on va déjà parler un peu de quelques anecdotes qui sont arrivées pendant les vacances, hein. Enfin pendant les vacances, voyages plutôt. On en avait déjà parlé des histoires de voyage avec Bernard Pichon quand il était venu. C'est toujours sympa ces petites anecdotes à raconter, des trucs fous qui se passent à l'autre bout du monde. Moi j'adore ça et je sais que pas mal d'auditeurs aiment ça, donc merci Gary de venir nous raconter quelque chose. Alors première chose dont on va parler, un truc assez spécial, en Guyane. T'as eu l'occasion de faire un truc que je rêve de voir un jour dans ma vie, de voir décoller une fusée. Alors, c'est incroyable. Tu peux nous expliquer un peu comment c'est arrivé ? Ouais, alors c'est incroyable de voir une fusée, puis c'est incroyable comment ça s'est passé aussi, parce qu'on n'était pas du tout au courant. On arrivait du Brésil
par toute la région amazonienne, etc. Donc là, c'est vraiment de la frontière très très jungle. On avait rendez-vous avec quelqu'un qui est devenu un ami maintenant, Franck, qu'on avait croisé 6 mois avant en Argentine et qui nous avait dit si jamais vous passez par la Guyane, je vous accueille, etc. Donc on arrive nous en Guyane à la frontière, il vient nous chercher puis il nous amène à Cayenne en voiture et là il nous dit écoutez vous avez une chance incroyable, il y a un décollage de fusée dans 2 jours. Donc nous bon on était un peu surpris, je sais même pas si on savait vraiment qu'il y avait des fusées qui décollaient de Guyane à l'époque, mais voilà donc très content. Après c'est quelque chose qui est compliqué à décrire, faut le voir, mais nous on est parti donc avec lui à l'endroit d'observation où le plus proche du décollage finalement. Alors je me rappelle plus trop, on était à 10-15 bornes il me semble de l'endroit où ça décolle. Et bon c'est impressionnant quoi, il y avait un petit écran géant avec pour un peu les gens qui s'étaient regroupés, ils faisaient un peu le compte à rebours avant le décollage. Puis là, c'est une espèce de boule de feu. C'était de nuit, ce décollage-là. C'est une espèce de boule de feu qui monte tout droit dans le ciel, avec le son et une espèce de vague d'air qui arrive, mais bien une dizaine, voire une vingtaine de secondes après la boule de feu. Puis voilà, ça monte tout droit. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Puis ce qui est marrant, c'est que on a l'impression que ça va très très doucement, alors que j'imagine que ça va assez vite. Donc voilà, c'était vraiment le coup de chance de la Guyane, le décollage de fusée en direct, inoubliable. Ouais, et t'avais quoi comme personnes qui étaient là pour regarder aussi? C'était des voyageurs comme ça, ou bien je pense que tu devais avoir des journalistes aussi, des trucs comme ça, non? Oh, il y avait des journalistes, il y avait pas mal d'habitants, parce que finalement, je vais pas dire de bêtises, mais je crois pas que ce soit si fréquent que ça. Ils doivent faire peut-être 2-3 décollages par an. Donc après, il y a tous les amateurs de fusées et de ces choses-là qui viennent voir. Il y avait des journalistes, il y avait quelques touristes de passage. J'imagine après les proches des gens qui travaillent à Kourou, parce que tout le monde applaudissait, était content, comme si c'était une victoire une fois que la fusée avait décollé. Parce que je sais plus combien de minutes après le décollage, ils lâchent la partie qui a permis de faire le lancement. Et donc là, quand le lâchage est réussi, c'était une explosion de joie de tout le monde. Bon, nous, on planait un peu au-dessus de l'événement, on comprenait pas trop, mais c'était vraiment sympa. Ouais, c'est vrai, puis c'est une chance, hein, parce que comme tu l'as dit à Kourou, il n'y a pas énormément de lancements. Approcher, c'est impossible aussi. Il y a des journalistes dernièrement qui ont pu aller voir, mais c'est vrai que ça reste des trucs un peu secrets comme ça. Ça va être vraiment incroyable à voir ça. Aux États-Unis, à Cape Canaveral, il y en a déjà un peu plus, parce qu'ils lancent souvent des satellites, donc il y a effectivement plusieurs lancements par an. Mais ouais, c'est génial, ça. Ouais, vraiment la chance de se trouver là au bon moment, au bon endroit, c'est incroyable. Puis le poste d'observation, c'était une espèce de petite colline en plein milieu de la jungle. On voit une espèce d'étendue infinie de jungle devant nous et en fait, avant que ça décolle, on voit pas trop d'où ça peut sortir parce que le centre est vraiment au milieu de nulle part et puis là, tout d'un coup, ça décolle au milieu de la jungle. C'est assez incroyable. Ouais, de se trouver là avec un truc hyper technologique en plein milieu de la jungle, ouais, c'est vraiment très très spécial. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont mis à Kourou. Hein. Il faut être proche de l'équateur, il me semble. Ouais, c'est ça, je pense. Hein, ouais. Ouais, pas mal. Ça doit être vraiment sympa à vivre. J'espère pouvoir le vivre une fois. Vraiment pas mal, quoi. Et après, ouais, Guyane, c'est assez court. C'est sympa la Guyane. Ça vaut la peine d'aller. Ouais, c'est sympa. Ouais. Nous déjà, ça faisait 1 an et demi qu'on était partis de France et puis là, on rentrait en France finalement. Donc pour nous, c'était marrant. On payait en euros, on discutait en français. Donc ça nous a vraiment fait plaisir à ce niveau-là. Puis ouais, il y a des petits villages qui sont vraiment mignons. La ville de Cayenne est sympathique. Puis les gens ça fait France à la cool quoi. Ça va pas trop vite. On prend le temps. Nous, on a vraiment adoré la Guyane. Ok, pas mal. On n'a pas encore fait de podcast sur la Guyane. Faudra qu'on en fasse un une fois. C'est vrai que c'est des régions qui ont l'air vraiment chouettes. Et ouais, le coup de parler français, mais que t'es pas en France ni en Europe, j'aime bien ce côté-là, quoi. Ça dépayse vraiment tout en n'ayant pas les problèmes de communication, quoi.
Bah, le passage de la rivière là qui fait la frontière entre le Brésil et la Guyane, où on est en plein milieu de la jungle depuis des jours et on voit le petit panneau France avec les étoiles de l'Europe, c'est assez surréaliste. Ouais, ça va être pas mal, ouais. T'as descendu l'Amazone alors, si j'ai compris. On a fait on l'a pas descendu, on l'a un peu traversé depuis Belém. Là, il y a cette île là sur l'Amazone qui fait la taille de la Suisse. J'ai plus de nom, son nom en tête. Donc finalement, on a fait un peu le tour de cette île pour revenir jusqu'à Massapa et de là, on est monté après vers la Guyane. Ok, ouais, ça doit changer quand t'es en vélo tout d'un coup de trouver sur un bateau, hein. Ça va être pas mal. Ouais, c'est sympa. On a l'impression d'avancer sans effort. Donc et puis ce bateau sur l'Amazone, c'est pareil. Si on pourrait écrire un livre rien que sur cette traversée, c'est incroyable. C'est un tout petit bateau en bois. Qui finalement, en même temps de faire transport de passagers, fait le transport de marchandises parce qu'il s'arrête régulièrement dans des petits villages pour leur livrer ci ou ça. Ou alors il y a un bateau qui vient se coller à côté, qui charge quelque chose qu'on ira décharger quelques heures plus tard sur un autre bateau. Puis la population sur ce bateau, c'est incroyable. On avait sympathisé avec... il y avait un autre Français en fait qui était dans le bateau avec nous et qui en fait était un ancien paramilitaire qui s'était reconverti dans le trafic de diamants. Alors il faisait des allers-retours entre la Guyane et le Brésil pour trafiquer de l'or, des diamants, des choses comme ça. Bon, c'était assez incroyable pour nous d'être avec lui. Et puis du coup, il nous expliquait un peu tout ce qui se passait sur le bateau, quoi. Alors ça, c'est des immigrés clandestins. Lui, c'est ci, et elle, c'est ça. Je sais pas pourquoi il s'était pris de sympathie pour nous et du coup il nous expliquait tout. On a passé 24 heures avec lui sur ce bateau, sur une traversée de 2 jours. Et c'est pareil, c'est surréaliste, quoi. On est avec un paramilitaire armé sur un bateau en pleine Amazonie qui nous explique ce qui se passe autour de nous. Ouais, ça fait un peu livre d'aventure, ça, hein. Mais ça doit être chouette, ouais. Franchement, ouais. Cette partie-là, c'était vraiment aventure, ouais. Bah, ce qui m'a toujours épaté, c'est justement quand tu t'arrêtes dans ces villages, là, t'as toujours des trucs improbables et ça paraît incroyable qu'il y a des gens qui habitent vraiment au milieu de nulle part, quoi. Ouais, parce que là, pour le coup, ça fait vraiment au milieu de nulle part, hein. Ça fait 20 heures que t'es en bateau. Puis là, tout d'un coup, tu croises un petit village d'une dizaine de huttes sur le bord. Là, ouais, tu te dis, là, t'es au milieu de nulle part. Ouais, voilà. Ouais, pas mal, pas mal. Ça nous donne une bonne image du truc. Alors, on va partir maintenant de la Guyane et de l'Amazone pour aller au Salvador. Alors là, vraisemblablement, tu étais seul, en vélo, et puis Ouais. pas vraiment la motive, si j'ai compris. J'avais la motive si je partais à ce moment-là, j'étais au Honduras en fait, juste avant le Salvador. Donc l'Amérique centrale, juste pour situer, c'est une longue chaîne de montagnes, ce qui fait que qu'il y a cette petite bande de terre là, c'est une chaîne volcanique. Donc on est assez souvent en altitude, enfin 1000 2000 mètres quoi. Et puis j'étais à Tegucigalpa, donc la capitale du Honduras, et là on redescend vraiment vers la côte pour passer au Salvador. Et donc là, dans une descente de, je sais pas, 1500 mètres de dénivelé, j'ai dû prendre 30 degrés, quoi. Je suis arrivé au Salvador, il faisait 45 degrés en plein soleil, je n'en pouvais plus, et j'ai fait, après quelques heures de pédalage, j'ai fait une insolation, en fait. Je me suis retrouvé, là ça a été dur, je me suis retrouvé sur un parking de camionneurs, dans une espèce, parce que tout au long du voyage, on fréquentait quand même pas mal les stations-service, parce qu'il y a toujours une douche, de quoi boire un coup, on dormait souvent à l'arrière des stations-service. Donc là, par réflexe, j'ai été un peu le voir, et bon, le mec a vu que j'étais pas très bien, il m'a dit qu'il y avait une douche au fond, donc là on est en tout début d'après-midi, hein, je prends une douche, j'ai dû mettre 1 heure à prendre la douche parce que tout mouvement, j'avais l'impression que c'était une torture. Puis finalement, je me suis retrouvé à dormir toute l'après-midi sur un bout d'herbe au bord de la station là. Le soir, j'ai mis 3 heures à déplier mon hamac. Parce qu'à chaque fois que je faisais un mouvement, en fait, il fallait que j'aille vomir. C'était l'horreur. J'étais tout seul sur ce parking. J'ai mis 3 heures à sortir mon hamac et à l'installer entre deux arbres.
Donc du coup, je parviens à dormir un petit peu. Le matin, 5-6 heures, j'étais entouré de camions qui s'étaient tous arrêtés pendant la nuit sur ce parking. Du coup, je repars quand même parce que je me dis je vais pas passer ma vie dans cette station-service. Je fais 10 kilomètres pour aller dans la ville d'après. Et là, je me prends un petit hôtel et j'ai dormi de midi à midi le lendemain, 24 heures sans m'arrêter. Donc là, j'étais toujours pas très bien. Donc je reprends la route en me disant bon, il va m'arriver un truc, il va m'arriver un truc. Et puis là, sur le bord de la route, quand on voyage en vélo, il y a énormément de mecs qui font des signes, ah, arrêtez-vous, venez discuter, etc. Puis nous, par expérience, on s'arrêtait pas parce que c'est souvent pour pas grand-chose. C'est souvent plus des ennuis qu'autre chose. Mais là, je sais pas pourquoi ce mec me fait m'arrêter sur le bord de la route. Et du coup, moi, je m'arrête un peu inconsciemment et donc je tombe sur un petit Salvadorien qui, en fait, était parti pendant la guerre civile, était parti au Québec, qui parlait français parfaitement. Et il était revenu depuis s'installer au Salvador, mais quand il était revenu en vélo. Et depuis, son truc, c'est sur cette petite route là du Salvador où finalement beaucoup de cyclistes passent, et ben il arrête les cyclistes et il les accueille pendant quelques jours. Et moi, il est un peu tombé comme une bénédiction parce que j'étais en train d'empirer mon insolation, j'avançais plus et du coup j'ai fait 3 jours chez lui, il m'a requinqué, il m'a reposé même plus loin en voiture parce qu'il dit t'as perdu du temps chez moi, je te ramène, il m'a fait traverser tout le Salvador dans son pick-up. Et puis voilà, c'était la belle histoire, le petit Salvadorien qui parle parfaitement québécois, qui se moquait de mon accent français en plein milieu du Salvador, c'était vraiment sympa. Ouais, c'est incroyable comme histoire, ça. Ouais, Et tu fais souvent des rencontres comme ça, hein, parce que ça, ouais, ça paraît limite impossible, quoi. il y a beaucoup de rencontres, mais des choses qui sont à ce niveau-là. Mais comme je te disais, moi, je m'arrêtais jamais quand il y avait des mecs qui étaient sur le bord de la route et qui nous disaient ça fait pas la rencontre très naturelle. Souvent, ils essayent de taxer un truc ou quoi. Et là, mais complètement inconsciemment, je m'arrête et immédiatement, en 2 minutes, on avait sympathisé. Et oui, c'est incroyable. Mais depuis, c'est marrant. Il accueille peut-être 2-3 cyclistes par an quand même. Chaque fois, il m'envoie un petit mot pour me dire ça y est, j'ai récupéré un Suisse ou un Suédois là qui était de passage. Bon, il les récupère pas tous dans mon état, heureusement. Ouais, ça paraît tellement improbable, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est incroyable. Ouais, ben pas mal du tout. D'ailleurs, là tu étais seul, c'est pas évident quand même de voyager seul comme ça. Alors comme tu l'as dit, hein, pendant un long moment, tu avais tes amis Guillaume et Valentin qui ont fait des bouts de voyage avec toi. Mais quand t'es seul comme ça, c'est un peu dangereux quand même une installation, non? Oh bah là, l'insolation, ouais, je pense que c'était dangereux. J'étais pas bien, j'étais vraiment vraiment pas bien quoi. Sur les 2 ans de voyage, on en a fait quelques-unes des insolations chacun. On avait souvent la chance de pouvoir se mettre dans un hôtel et puis quand il y a l'autre qui s'occupe de toi, c'est mieux. Tout seul, ouais, c'était pas bien. Donc je sais pas, c'est compliqué dans ces cas-là, mais sinon, comme je te disais tout à l'heure, t'as des avantages et des inconvénients finalement à être tout seul. Tu gagnes en liberté. Et puis moi, j'ai été tout seul dans des zones assez faciles parce qu'en Amérique centrale, les distances sont assez courtes entre 2 points où j'allais être logé en couchsurfing ou quoi que ce soit. Donc finalement, j'ai rencontré des gens qui ont fait que j'étais rarement seul ou que je me sentais pas seul. Après, les grandes étendues brésiliennes qu'on a traversées avec Guillaume, tout seul là-bas, ouais, je pense que tu t'emmerdes un peu, ouais. Ouais, c'est le cas, ouais. On avait reçu un voyageur, je me rappelle plus son nom maintenant, mais qui était parti en Islande. Et c'est les coins aussi où tu peux rester pendant toute la journée seul. Mais il disait aussi le soir, généralement, que tu rencontres des gens, tu rencontres des voyageurs. Il y a finalement pas mal. Il y a quand même beaucoup de monde sur les routes, en fait. Quand même pas mal de ces voyageurs-là qui lient 2 points du monde en vélo. Ça aussi, c'est incroyable. Hein. Tu en as rencontré pas mal, d'ailleurs. Oui et non. En fait, on en avait rencontré pratiquement aucun dans toute la partie indienne et asiatique. Par contre, c'est vrai que le Alaska Ushuaia, c'est pas une autoroute à cyclotourisme, mais enfin, il y a beaucoup de gens. Je pense qu'un gros pourcentage des gens qui partent en vélo font cette panaméricaine.
Donc j'ai croisé, mais c'est pas énorme, hein, en un an, j'ai croisé quoi, 5-6 cyclotouristes. Ouais, ben ça paraît incroyable, parce qu'on entend rarement parler de ces gens qui partent en vélo quand même. Alors ceux qui écoutent Allô la planète, ils le savent, hein, ils en contactent souvent, qui sont à divers points du monde, mais ouais, ça méritait d'être souligné. Jolie petite histoire. Alors on va partir sur une autre histoire, où là tu étais en 4L par contre. Parce que t'as fait comme ton voyage en 4L, donc avec ta copine jusqu'à Hong Kong. Et frontière du Bangladesh, un peu moyen quand même, non? Ouais, là, une belle galère. Maintenant, on en rigole, en fait, après 4 mois d'Inde. Donc 4 mois d'Inde en 4L, j'adore l'Inde, mais après 4 mois, c'est un peu compliqué. Parce être le centre de l'attention de 200 personnes en permanence pendant 4 mois, c'est un peu pesant. Ta copine est blonde? Non, elle est pas blonde, heureusement. Ah, heureusement, parce que ça aurait été encore pire. Ouais, c'est sûr. Mais bon, il n'y a pas besoin d'être blond, hein. Même brune, avec une 4L, la 4L, ça fait un aimant à indien assez impressionnant. Donc bon, on sort d'Inde, on arrive déjà, premier checkpoint, le checkpoint indien. Donc là, les mecs, 5-6 gars dans un bureau cradingue, tous en train de fumer des clopes, acheter leur truc de chai par terre. Enfin bon, vraiment crado quoi. Je rentre là-dedans assez sûr de moi. Je leur montre. Donc on avait un carnet de passage en douane pour faire passer la 4L, etc. Et là, donc ça a été un peu compliqué, mais finalement je m'en suis sorti parce que je leur ai fait comprendre que j'en étais à ma 50e frontière passée et que il fallait pas non plus qu'ils me prennent pour un jambon. Parce qu'évidemment il y a demande de bakshish, tiens vous avez pas tel papier, vous avez pas tel papier. Bon, au bout d'une demi-heure ils ont compris qu'ils tireraient rien de moi, donc ils m'ont laissé passer. Et là on est arrivé au Bangladesh, où finalement à cette frontière on sera resté 3 jours. Parce que Oh. ouais, donc déjà on arrive trop tard, donc ils nous disent bon là c'est un petit peu tard, je sais plus, il était 17h je crois. Un petit peu tard pour passer la frontière, on va s'occuper de vous demain matin. Donc là, par le contact d'un douanier, ils nous mettent chez un chef douanier qui nous dit tiens, j'ai un pote qui peut vous accueillir. Bref, bon, assez sympa, il nous accueille. Puis le lendemain matin, donc on va au bureau des douanes. Et là, il y avait jamais les papiers qu'il fallait. En fait, il se trouve qu'il y avait des gens qui faisaient des trafics de voitures au Bangladesh. Parce qu'en fait, si vous voulez, le carnet de passage en douane, là, c'est quelque chose qu'on fait tamponner à l'entrée du pays et à la sortie pour prouver que vous allez pas vendre votre véhicule dans le pays, quoi. Ouais, Pas faire ok. de trafic de voitures. Sauf qu'eux, ils avaient eu des cas, je me sais plus exactement comment ils se débrouillaient, mais des mecs qui faisaient des trafics de voitures en détournant ce carnet de passage en douane. Ce qui fait qu'au Bangladesh, ils avaient plus aucune confiance en ce papier. Et donc ça a été très compliqué, 3 jours de négociations avec les douaniers, etc. Ou pareil, toutes les 5 minutes on vous demande un bakshish. Donc nous c'était un peu compliqué. Mais ce qui était marrant, c'est qu'en même temps qu'on était donc dans ces paperasses, etc. On était accueillis chez un journaliste local qui parlait un très bon anglais, qui du coup était très sympa, il nous a pas mal aidé, il nous a raconté des histoires. Et il y avait aussi ce chef douanier là qui finalement entre deux négociations compliquées, il avait décidé de nous faire un peu visiter sa zone. Il nous a montré des mosquées, des choses comme ça. Et alors le plus incroyable de tout, c'est qu'un jour il nous dit bon, donc il nous prend sur sa moto, on était tous les trois sur sa moto. Et il nous amène dans un marché illégal de vaches, à la frontière. Donc c'est un douanier qui nous amène dans un marché illégal de vaches. Et on arrive sur une espèce de zone, mais il y avait des milliers de vaches, qui sont en fait des vaches volées en Inde, parce qu'elles sont sacrées, donc personne ne s'en occupe, elles sont dans les rues. Donc les mecs vont en Inde, piquent les vaches, les ramènent au Bangladesh, et là les vendent. Et donc on est arrivé dans une zone complètement... Enfin, c'est complètement illégal, il y a personne qui a le droit d'aller là-bas. Et nous, c'est un douanier qui nous a amenés sur place et qui nous faisait visiter. Alors tiens, voilà, ça c'est un tel, il vend les vaches, plus sur Dhaka, etc. Complètement irréel comme situation, quoi. Ah, c'est impressionnant ça.
Mais tu dis des milliers de vaches. Ah Ça oui, va être énorme. des milliers. Et ce qui était très marrant, c'est que 2 semaines avant, on était en Inde avec, il y avait mes parents qui étaient venus nous voir pendant 2 semaines pour visiter un peu Calcutta et la région. Et on était dans la zone là de vraiment frontalière où il y a les suburbans, là, qui est une zone connue pour le tigre, etc. Et on était avec un guide indien qui était assez xénophobe envers les Bangladeshis en anglais, je sais plus en français. Bref, et qui nous disait des choses pas très gentilles, mais parmi ces choses-là, il nous disait oui, et puis ils sont tout le temps en train de nous voler nos vaches. Et nous, on avait tellement trouvé ça complètement irréel qu'on se moquait de lui pendant 2 semaines. Après, c'était la blague. Peut-être qu'on va voir des vaches volées au Bangladesh. Et puis on est arrivé dans ce marché, mais vraiment, il devait y avoir 10 000 vaches dans ce truc. C'était à perte de vue. À perte de vue. Ah, j'en ai jamais entendu parler, quoi. C'est incroyable. Ouais, je sais pas pourquoi ce douanier avait décidé d'aller nous montrer ça. Enfin, je sais pas, ça fait un truc chouette à raconter en tout cas, parce que ça c'est vraiment bizarre, quoi. Les marchés aux bestiaux, il y en a quand même pas mal dans ces pays-là, mais illégal comme ça, un douanier en plus. Ouais, de toute façon, enfin, dans ces pays-là, généralement les douaniers, ils ont une vision assez spéciale de la loi quand même. Hein. C'est plus ou moins, quoi. Oh bah, ça dépend des pays, mais au Bangladesh, c'est ce que nous disait le journaliste qui nous accueillait, c'est que la corruption est tellement ancrée dans les mentalités et a tellement toujours été là que ils s'en sortiront pas, quoi. Ou alors ça va être très compliqué, quoi. Mais malgré le fait qu'ils soient extrêmement gentils, accueillants et plutôt positifs tous, on sent bien en fond qu'ils savent la société est trop gangrénée à tous les étages par la corruption. Ce mec qui nous faisait visiter le marché de vaches le matin, à midi, il nous invitait à manger, et puis après, pendant toute l'après-midi, il essayait de nous gratter des bakchiches, quoi. Et puis le lendemain, il redevenait hyper sympa, et puis l'après-midi, il voulait plus nous laisser. Enfin, c'était incroyable, c'était... Ouais, ils ont une vision très sympa, puis bon, enfin très spéciale, pardon, pas sympa, mais puis bon, ouais, c'est vrai qu'on connaît pas vraiment la situation de ces gens-là. Je sais qu'en Afrique c'était un peu bizarre aussi, en Inde il y avait des trucs bizarres aussi, parce que quand tu vas au Cachemire, tu passes par beaucoup de postes de contrôle, donc c'est aussi, ouais, c'est très spécial, quoi. Nous on a vraiment pas l'habitude. Enfin, je pense qu'il y a de la corruption chez nous aussi, mais elle est plus diplomatique et plus cachée, mais ouais, Oui, étrange en tout cas comme situation. Là, ils en vivent, hein. Enfin, dans ces moments agréables, le douanier, on arrivait même à lui faire expliquer que son salaire de douanier était ridicule, donc il vivait du bakshish, il vivait de corruption, il vivait de petits trafics, il vivait de fermer les yeux sur ce trafic de vaches. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut pas. Enfin, pour nous, c'est clair que c'est le mal et c'est toujours désagréable, mais ouais. Ah oui, non, mais il faut surtout pas juger parce que j'imagine qu'on ferait la même chose. Il y a un moment où. À quelque part, ouais. Faut survivre, quoi. Bah ouais, surtout que ces gars-là souvent ont des familles et tout ça, ouais. Enfin, c'est le système en lui-même qui est un peu pourri, mais c'est intéressant quand même. C'est chouette. Bangladesh, juste, tu peux nous dire un mot parce que dans ma tête, Bangladesh, ça sonne surtout hyper pauvre et pas très intéressant, mais ça doit être faux, ça. C'est très intéressant, mais il y a rien à voir. Faut pas se le cacher. Il y a aucun endroit où on se dit ouais, c'est beau. C'est intéressant parce que c'est l'Inde, mais en fait, quand on sort du Bangladesh et qu'on va en Inde, on a l'impression que l'Inde c'est calme et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ah ouais. Ah ouais, non, le Bangladesh c'est incroyable. Ils sont 160 millions, c'est la plus grosse densité de population au monde. En plus, ils vivent sur un delta, donc la moitié du temps ils sont sous la flotte. Ils enchaînent les catastrophes. C'est incroyable comme pays en fait. Et tout ça. Mais ça revient assez fréquemment, je trouve, dans les pays musulmans. Tout ça sur un fond de générosité et d'accueil qu'on retrouve moins en Inde, quand même, j'ai trouvé. J'ai trouvé les gens au Bangladesh beaucoup plus gentils et accueillants. Après, c'est sûr que il y a des zones du Bangladesh où on retrouve un peu ce qu'on nous décrivait de l'Inde il y a 20-30 ans. Enfin, je sais que mes parents, moi, ce qu'ils me disaient de l'Inde, où on voit des choses quand même un peu dures, un peu choquantes, qu'on n'a pas vraiment envie de voir,
qu'on voit plus en Inde, je trouve, ou alors vraiment rarement. Au Bangladesh, c'est encore bien présent, quoi. J'ose te demander quoi, sans entrer dans les détails d'Egg, mais Bah, des gens ouais, surtout des pauvres dans la rue, des familles. ça tu vois quand même pas mal en Inde. Ouais, mais je trouve Enfin, c'est qu'en peut-être Inde, pire au Bangladesh, je sais pas, mais moi j'ai trouvé ça déjà vachement choquant en Inde quand on y avait été, quoi. Alors nous on avait fait plutôt la partie nord, qui est pas la partie la plus riche. Si tu vas dans d'autres côtés, c'est, je pense, ouais, beaucoup plus européanisé, mais enfin, nous ça nous avait impressionné quand même. ouais, mais moi aussi, j'ai trouvé surtout l'Inde du Nord à ce niveau-là. Mais je sais pas, j'ai été plus choqué par le Bangladesh, c'est encore plus poussé. J'ai l'impression Ok. qu'en Inde, ils ont fait des progrès en médecine, on voit moins des... Enfin, je veux pas rentrer dans les détails gore, mais on voit moins des mecs qui ont plus qu'un bras et qui se baladent en skate, ou alors la petite fille de 10 ans qui pousse son père dans un caddie parce qu'il fait des trucs, j'ai même plus envie d'y repenser, mais Ouais, ok. des D'accord, trucs ouais. vraiment dégueux. Au Bangladesh, on en a vu beaucoup, alors qu'en Inde, ça devient rare, je trouve. Ben, tant mieux pour l'Inde, ouais, il doit y avoir une certaine amélioration à certains niveaux quand même, hein. C'est des pays qui ont énormément de difficultés à cause de la démographie, mais qui s'améliorent quand même, en tout cas, qui essayent, Mais ouais, bon, c'est vrai que, ouais, bon, ça rejoint peut-être un peu l'idée qu'on a du Bangladesh, alors vraiment encore plus pauvre que l'Inde, quoi, ce qui est, ouais. Oui, c'est encore plus pauvre, et puis le problème, c'est que c'est ça, quoi. Il se passe pas quoi? Il se passe pas 4 mois au Bangladesh sans qu'il y ait une catastrophe naturelle. Ouais, ils ont vraiment pas de chance, ouais. Oui, on a l'impression qu'ils habitent à l'endroit où il faut pas habiter, quoi. Et ils sont 160 millions en plus. Ouais, ça fait partie des injustices de notre monde dont on peut pas faire grand chose, mais qui sont, ouais, pas très agréables. Donc, ok, bon, donc finalement, enfin, de ces 3 jours au Bangladesh, bon, t'as vu des trucs sympas, exceptionnels quand même si c'était pas agréable, je pense, d'être bloqué. Bah, on a fait 3 jours à la frontière bloquée. Après, on a fait bien 2 semaines en tout parce que on devait envoyer après la 4L en conteneur vers la Malaisie parce qu'on n'avait pas le droit de traverser le Myanmar. Donc, on a fait 2 semaines au Bangladesh. C'est assez mitigé. Je conseillerais pas aux gens d'y partir en vacances, mais ça reste un des pays qui m'a marqué et plutôt en bien. Au niveau de la population, plutôt, donc. Ouais, les gens sont gentils, ils ont envie d'aider, ils sont pas encore trop. Et on voit souvent cette différence entre le pays qui est en train de rentrer dans l'ère touristique, etc., et qui profite de son entre guillemets de sa situation difficile pour vraiment être toujours sur le dos des touristes. Là, il n'y a pas encore cette mentalité. Et d'ailleurs, dans la plupart des endroits où on était les premiers blancs qui voyaient. Hein. On a croisé peut-être deux, trois occidentaux dans la capitale. Le reste du temps, on était vraiment des animaux de cirque, quoi, lâchés au milieu de la population. On a vécu des scènes incroyables. J'ai visité un moment dans un village une chambre d'hôtel. Donc du coup, j'ai dit à Caro de rester dans la voiture pendant que j'allais visiter. On était 70 dans la chambre. Tous les gens qui étaient dans la rue, ils m'ont vu monter dans l'hôtel, donc ils sont tous montés avec moi. Et ils sont tous rentrés dans la chambre en même temps que moi. J'ai jamais pu arriver jusqu'à la salle de bain de la chambre, quoi. C'était, on était le centre d'attraction en permanence, quoi. Donc il fallait, on a l'impression d'être une star un peu, quoi. Faut apprendre à vivre avec toujours une cinquantaine d'yeux qui vous regardent et qui commandent ce que vous faites, quoi. Ouais, c'est vrai que ça paraît toujours étrange, surtout que ils parlaient quelle langue au Bangladesh? Bah, s'il y a plusieurs langues régionales, mais sinon c'est vachement c'est le bengali en anglais, je saurais pas dire en français. Ouais, c'est possible que ça soit ça, ouais. Pareil, bengali, ouais. C'est la même langue que vers Calcutta, toute cette zone du Bengale. Mais ils parlent beaucoup moins anglais qu'en Inde, quand même, au Bangladesh. Donc à défaut, c'était un peu compliqué. Ok, ben c'est intéressant. C'est vrai que je pense que c'est rare les voyageurs qui vont au Bangladesh. Hein. C'est vraiment quand tu le traverses. C'est pas vraiment une destination de vacances comme ça, mais c'est intéressant. Ouais, mais moi j'aime bien aller dans ces pays.
J'ai beaucoup aimé aller au Kosovo, aller au Bangladesh, au Suriname. C'est pas tous les jours qu'on dit tiens, je reviens d'un petit passage au Salvador. Moi, j'aime bien aller dans ces endroits où on connaît tellement pas que finalement on n'a pas de préjugés avant d'y aller. Ouais, ouais, ça peut être vrai, ouais, c'est vrai. Bah, c'est-à-dire que quand on va dans un endroit dont on ne connaît rien, on peut pas s'attendre à quelque chose et du coup on n'est pas déçu ou on n'est pas. Enfin, c'est vraiment découverte totale. J'attends rien de ce pays, j'y vais pour voir ce que c'est, quoi. C'est clair que c'est pas dans le guide du retard du Bangladesh que tu vas apprendre grand chose, hein. Ouais. Je crois qu'il n'existe pas d'ailleurs. Oui, justement, c'est. Il y a un Lonely Planet par contre. Ah ouais? Ouais, il y a un Lonely Planet. Ah tiens, bah ouais, bah, Je donc pense qu'il y a un quand Lonely même, Planet sur tous les pays maintenant. possible. Faudra que je recherche. Intéressant. Moi, faudrait le sortir pour voir ce qu'ils disent sur le pays, hein. Il y a peut-être des choses à voir quand même, du coup. Oui, non, ben nous on l'avait. Il y a des choses à, mais il y a plus des expériences, des endroits, des endroits religieux ou des endroits qui grouillent de monde, des marchés à Dakar, il y a une zone de culture de thé aussi au nord du pays, etc. Mais il n'y a pas de grands monuments ou de paysages incroyables, quoi. Ça reste un delta, quoi. Mais rien qu'un un petit voyage en bateau, ce qui est obligatoire au Bangladesh parce qu'il n'y a pas des ponts partout. Souvent, on devait prendre des petits ferries ou des choses. Bah, ça revient un peu à ce qu'on disait sur l'Amazone, quoi. C'est vraiment des gens qui organisent leur vie autour d'une rivière. Et puis ça, c'est très, très dépaysant pour nous, toujours, hein. De changer les routes par des rivières, à part Venise, dans le coin, on n'a pas grand chose comme ça. C'est vrai, ouais, j'avais été très étonné quand on était au Niger avec ma sœur. On a profité aussi de prendre une barque aussi pour aller sur le Niger. Et c'est vrai que c'est incroyable de voir toute la vie qui est autour de ces fleuves, autour de Ouais. ces étendues d'eau. C'est incroyable. T'as les gens qui se baignent, les gens qui lavent leurs trucs, qui font la cuisine. Moi, je sais pas, j'ai l'impression de remonter il y a 5 ou 600 ans, quoi. Des fois, on oublie dans notre monde moderne qu'il y a toujours des gens qui vivent comme ça, quoi, et qui vivent a priori pas si mal que ça, quoi, hein. Ouais, non, c'est sûr. Mais ce qui est marquant, je sais pas si au Niger c'était pareil, mais moi, ce qui m'a toujours fait halluciner, c'est que au fin fond de l'Amazonie ou au fin fond du Bangladesh ou quoi que ce soit, on a l'impression qu'ils sont en 1820, mais ils ont tous un téléphone portable quand même. Ou alors là au Niger, là où j'étais, je suis pas certain, hein. Parce que on est vraiment passé devant. Bon, ça m'étonnerait un peu parce que c'est quand même un peu dans le désert. Il y a vraiment que le fleuve Niger et autour il y a rien. Bah, Mais ce serait possible, hein. moi je te dis au fin fond de l'Amazonie où il y a vraiment rien, Mais ils font comment pour avoir du réseau là-bas? Déjà nous on n'arrive pas quand on est en dehors de Paris, alors. et je sais pas. Je sais pas, mais même sur les îles San Blas au Panama où c'est des indigènes qui sont encore habillés comme des indigènes et qui cuisinent au feu de bois, etc. On les voyait passer avec leur téléphone portable. C'est quelque chose de téléphone portable ça m'impressionne à chaque fois de voir ces gens. Ouais, bon en même temps il y a un atout vraiment important, notamment au smartphone, au téléphone intelligent qu'on a, c'est que ça permet à ces gens-là d'avoir accès à Internet, alors avec le pire et le meilleur, mais dans certaines régions avoir accès à une certaine cartographie, avoir accès à une certaine information et tout ça, c'est important. Ils ont presque zappé la case ordinateur parce que c'est compliqué à câbler, il faut de l'électricité tout le temps et tout, alors que les portables sont une bonne solution pour eux, quoi. Avec le pire comme le meilleur, mais je pense que fondamentalement c'est une bonne chose, quoi. Je sais pas si c'est une bonne chose partout, mais c'est sûr que Partout, non, ça dépend de l'utilisation, mais je pense que ça peut être pas mal, quoi. Enfin, intéressant, ça fait partie des trucs qu'on découvre en voyage, sur lesquels se poser des questions. C'est intéressant. De toute façon, c'est pas vraiment à nous de juger si c'est bien pour eux, quoi. Si nous on a tout non. un téléphone, c'est que finalement c'est pas si mal que ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je vois pourquoi on critiquerait le fait qu'eux en aient aussi, quoi. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Peut-être il y a un manque, comme chez nous, finalement, un manque d'éducation sur ces technologies-là pour apprendre à bien les utiliser. Mais on a le même problème chez nous, hein, quand on voit les ados et les jeunes, des fois, ce qu'ils font avec, c'est pas forcément la façon la plus intelligente de l'utiliser, mais ouais, c'est un autre problème, on va dire. Mais c'est intéressant. Alors, on va partir dans un dernier endroit. Alors, t'as déjà parlé un peu de l'Inde. T'as, à mon avis, peut-être pas choisi le meilleur moment pour y aller, parce que t'y étais quand il y avait la moisson. La moisson. Non, la mousson. Ouais, c'était tout à la fin de notre périple indien. Donc là, en vélo, juste pour situer, on était arrivé à Mumbai.
et on a fait tout le tour de l'Inde du Sud en suivant grosso modo la côte pour remonter de l'autre côté jusqu'à Pondichéry et Chennai. Et donc là, quelques jours avant d'arriver à Pondichéry, en fait, c'était pas vraiment la mousson, c'était plus, on est arrivé vraiment dans un moment où il y avait un énorme ouragan avec des fortes pluies. Et là, il y avait 20-30 centimètres de flotte partout dans les champs, dans les villes, etc. Donc on s'est fait une première journée de pédalage, c'est une douche permanente, une pluie tropicale pendant toute la journée. Donc nous, on avançait tant bien que mal quand même, en étant trempés jusqu'au caleçon. J'ai même fait une chute là, parce qu'on était dans une ville à un moment où on essayait de chercher un peu un endroit pour dormir à l'abri le soir. Et puis, en Inde, tu sais comment c'est, il y a un peu des travaux de temps en temps, sans beaucoup de protection, quoi que ce soit. Donc en fait, il y avait un espèce de fossé qui devait être creusé pour réparer un peu des égouts, quelque chose. Et évidemment, quand il y a 30 centimètres d'eau noire partout, on ne le voit pas. Aïe. Donc moi, j'ai foncé là-dedans, j'ai fait un soleil, je suis parti par-dessus le vélo. Valentin était mort de rire, alors que moi, j'étais ouvert dans une eau insalubre au possible. Et lui, il était mort de rire parce que j'étais tombé dans les égouts. Finalement, j'avais quelques égratignures, mais pas beaucoup de mal. Et du coup, on est arrivé dans l'hôtel. On était obligé tous les soirs de vider l'intégralité de nos sacoches, tous nos vêtements, tout. Et on avait des grands câbles qu'on installait partout dans la chambre pour faire tout sécher. Donc les mecs des hôtels, ils prenaient peur un peu. Puis voilà, on a continué encore comme ça 2-3 jours. Et puis après, c'était vraiment ça. On était à 1 mètre d'eau. Nous, on pouvait même plus avancer. Il y avait les sacoches qui traînaient dans l'eau. Donc là, on a réussi à choper un camion. Ils étaient en train de s'arrêter. Là, ils faisaient une petite pause pipi. On leur a sauté dessus. On a mis les vélos à l'arrière du camion. Et puis on est parti jusqu'à Pondichéry comme ça. Ça a été une journée, c'est incroyable, dans un camion. Toutes les voitures déjà pouvaient plus rouler. Il y avait trop d'eau. Donc, il y avait quelques camions comme le nôtre qui avançaient un petit peu et on était dans un paysage. On a l'impression de rouler dans la mer des fois, parce qu'il y a 1 mètre d'eau partout, quelques arbres qui dépassent. Il commençait à y avoir un peu de casse, des ponts qui tombaient, etc. Parce que c'était assez fort quand même comme ouragan. Donc ouais, c'était une petite. On a mis quoi, 3-4 jours avant d'arriver à Pondichéry. Quand on est arrivé à Pondichéry, il y avait la moitié des arbres qui étaient tombés. Toute la promenade là qui est assez connue sur la côte, c'était la guerre quoi. Tout était arraché, etc. Donc Pondichéry, on l'a pas fait sous le grand beau temps, mais c'est un bon souvenir aussi ça. Ouais, mais pourquoi tu t'es pas arrêté C'est parce que c'est un peu dangereux là. Enfin déjà la route en Inde quand quand il fait beau c'est dangereux, mais alors dans des conditions comme ça c'est encore pire. Ouais, mais s'arrêter pour faire quoi? On était vraiment au milieu de rien, quoi. Il y avait quelques petits villages, etc. Mais bon, même les villes étaient sous l'eau. Nous, on savait pas vraiment ce qui se passait. On savait pas si c'était un ouragan, une mousson, si ça allait durer des mois ou pas. Il fallait qu'on arrive à Pondy, quoi, pour après pouvoir un peu analyser ce qui se passait. Donc on a pédalé un peu au début, puis on s'est mis dans ce camion qui finalement nous a un peu sauvé la mise, quoi, parce qu'il nous a fait faire les 200 dernières bornes tranquille à l'abri. C'est que 200 km à la nage avec le vélo, c'est pas terrible. Hein, ouais. Ouais, on aura eu 2 semaines. Ouais, c'est ouais, puis c'est vrai que les maisons là, enfin, je sais pas dans les petits villages où t'as été, mais les maisons sont pas forcément solides non plus. Hein. Si l'ouragan est vraiment violent, t'as meilleur temps à la rigueur, t'es plus en sécurité dans un camion qu'autre chose, quoi. Ouais. Mais là, c'était pas encore au moment où nous on était dans ce camion et même sur le vélo, les vents étaient pas encore très très forts. C'était surtout les pluies qui étaient arrivées, pof. Donc là, ça arrosait pas mal, mais le vent est arrivé un peu après. Et nous, on était déjà à l'abri, donc ça allait, quoi. On n'a pas pris beaucoup de risques. Je pense que si on avait vu que le vent était fort, on se serait mis à l'abri quelque part et on aurait attendu que ça passe, quoi. Parce qu'après, alors ça s'est déclenché vraiment en ouragan et ça a commencé à péter des trucs. Après, une fois que vous étiez en sécurité à Pondichéry ou bien? Ouais, mais ça a été assez rapide, la partie vent. Ça a duré une nuit. Ça a arraché plein de trucs à Pondichéry, pas mal aussi dans la région autour, mais on n'a pas vraiment vu.
Puis voilà, au bout de 4-5 jours de pluie, tout s'est arrêté et puis c'était l'apocalypse quoi. Il fallait tout reconstruire. Ça doit être impressionnant à voir ça, hein. Ouais, mais on voit qu'ils ont quand même un peu l'habitude. Les constructions de villages, de petites choses, ils sont quand même un peu surélevés. On voit que les mecs ont l'habitude de se prendre de la flotte. Donc les champs sont sous l'eau, mais eux, ils construisent quand même à des endroits où ils savent que ils vont pas se faire inonder, quoi. Alors après, le vent emporte un peu le toit de temps en temps, mais ils sont quand même assez adaptés à leur milieu, quoi. Ouais, c'est un peu comme les Américains qui sont habitués à reconstruire leur maison après les tornades, ou je pense Voilà. au bout d'un moment t'es un peu habitué, quoi. C'est étrange parce que nous en Europe, je sais pas, mais en tout cas en Suisse, à part éventuellement les endroits qui débordent de temps à autre, mais c'est vraiment limité, quoi. On n'a pas ce contact avec les catastrophes naturelles qu'il y a dans certains autres pays, quoi. Où c'est vraiment ouais, chaque année ils savent, quoi. Ouais, et puis nous une petite crue de la Seine, comme c'était le cas il y a pas longtemps, c'est une catastrophe naturelle, alors que eux, ils ont ça 2 fois par an, et ils ont 4 fois plus de flotte et ils ont pas les moyens pour lutter qu'on a. Donc c'est vrai qu'il faut le voir pour se rendre compte que eux, c'est des catastrophes naturelles ce qui arrive, quoi. Alors que nous, je trouve qu'on en fait un peu des tas pour des petites inondations. Évidemment que c'est pas marrant d'avoir 20 centimètres de flotte dans son garage, mais quand c'est 40 centimètres de flotte dans sa hutte, on est une famille de 5 enfants et qu'on sait pas où les mettre, là c'est un peu plus compliqué, je pense. Ouais. Pour nous, je pense on râle parce que le train est en retard à cause de l'inondation, ou qu'on est 5 minutes en retard au boulot parce qu'il y a de la flotte un peu partout. Ouais, c'est différent, quoi. Les rapports sont pas les mêmes. Ouais, mais après c'est pas, moi je fais attention à jamais juger ces choses-là. C'est simplement que quand on va voir ailleurs, on relativise vachement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Depuis que je suis rentré, jamais je me plaindrai parce qu'un métro est en retard ou parce qu'un avion est annulé ou quoi que ce soit. Ça me paraît tout à fait normal ou peut-être que j'ai pris un peu de recul parce que là-bas, des fois c'est 24 heures de retard qu'ils ont, c'est pas une demi-heure, quoi. Mais t'arrives à garder cette façon de voir, parce que moi je vois par exemple, c'est vrai, quand j'étais en Inde, du coup au bout d'un moment tu t'en fous un peu. Quand j'étais en Afrique, ça m'énervait un petit peu, mais ça allait. Mais j'ai l'impression que quand on revient ici, au bout d'une année ou 2 ans, ben on recommence avec nos mauvaises habitudes à râler parce que le train a 30 secondes de retard, quoi. T'arrives à garder un peu cet état d'esprit un peu plus à la cool, parce que finalement qu'on s'énerve ou pas, ça change rien, quoi. Ouais, moi je pense que déjà je pars avec un peu d'avance à ce niveau-là parce que je suis quand même vraiment pas quelqu'un de stressé ou qui va se plaindre ou quoi que ce soit. Et puis je sais que des fois quand je sens que ça m'irrite un peu, avant même que ça m'énerve, je me dis dans ma tête non mais arrête, t'es ridicule quoi, Ouais. ça va pas faire redémarrer le métro. Non. Donc ça sert à rien quoi. Autant attendre patiemment que ça redémarre et donc oui, je relativise et j'essaye de le prendre dans la bonne humeur et pour l'instant, mais bon, ça fait pas 5 ans que je suis rentré, hein. Ça se trouve, on se rappelle dans 4 ans et je pesterai contre tout quoi. Mais non, dans 4 ans, tu seras en Indonésie, en Chine ou au Japon, j'en sais rien, donc t'auras repris cette habitude. Tu- J'espère. Ben merci pour ces petites histoires, c'est sympa. Alors justement, on va parler un tout petit peu de ton livre. Et puis, alors déjà, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que tu as écrit un livre? Parce que sauf erreur, tu bloguais, donc tu as écrit des billets sur un peu les endroits où tu passais et tout ça, et tu as décidé d'en faire un livre. Pourquoi? Le livre, ça a été, j'ai pris la décision assez rapidement après être rentré. Tout simplement, je suis parti du principe que quand vous rentrez dans un voyage comme ça de 2 ans, tout le monde, que ce soit des proches ou non, ils vont venir. Alors comment c'était, raconte-nous. Sauf que bon, évidemment, la plupart c'est sincère et ils veulent vraiment savoir, mais ils ont 5 minutes, 10 minutes pour écouter 2 ans de voyage. Et déjà, c'est impossible et en plus, c'est très très frustrant en fait. Et du coup, moi, je me suis dit peut-être que tout mettre sur papier, je lâche tout et les gens qui vont lire le livre vont vraiment savoir ce qu'on a vécu. Et après, s'ils ont d'autres questions, euh, ça va être des trucs plus précis et qui vont être plus simples à aborder. Alors que quand vous revenez de 2 ans de voyage et qu'on vous demande vas-y raconte,
Là, c'est un peu... ok, je raconte, mais alors je commence par quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? C'était vraiment tout lâcher, tout pouvoir raconter, et il y a aussi un côté boucler la boucle. Quoi, le voyage est fini, je le mets sur papier, puis je passe à autre chose. Ouais, c'est intéressant. On avait eu cette discussion dans notre débat justement sur les retours de voyage et ouais, justement, c'est cette façon de faire, elle est vraiment pas mal. Ça permet de clôturer le truc. Puis c'est vrai que ça intéresse beaucoup de gens, je pense aussi. Il y a quand même quelques voyageurs qui ont fait ce type de voyage, mais c'est toujours une source d'inspiration quand on veut nous-mêmes se lancer. Donc c'est vraiment bien. Ouais, moi, je sais qu'on a lu pas mal de livres de cyclotouristes, enfin pas mal de livres, il y en a pas tant que ça, mais on avait essayé d'acheter 2-3 livres avant de partir et ouais, on apprend vachement de l'expérience des autres, donc peut-être que moi, mon livre va en aider d'autres, va créer des vocations, va répondre à quelques doutes, donc il y a aussi ce côté informatif, quoi. Mais je pense que ma première motivation, c'était d'arriver à répondre aux gens qui veulent vraiment savoir ce que j'ai vécu, mais à qui je vais pas pouvoir expliquer, même si on a toute une nuit tous les deux pour discuter, jamais je retranscrirai ce que j'ai vécu en 2 ans. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas mal, moi je trouve que ça bien, puis en plus c'est sympa de lire quand même. Ouais. Ça permet d'avoir d'autres informations et tout. Non, c'est très bien. Alors, tu nous rappelles peut-être où est-ce qu'on peut trouver le livre? Où est-ce que c'est peut-être le plus avantageux pour toi qu'on achète le livre? Bah, moi, il n'y a pas vraiment d'endroit plus avantageux, c'est à peu près le même système partout. C'est les éditions Amalté, mais ils sont en partenariat avec Hachette au niveau de la distribution, ce qui fait que c'est disponible absolument partout, en fait. N'importe quelle librairie, il suffit d'aller à la librairie, de demander le livre La Terre vue de la Selle, et il va être en commande, donc on va pouvoir le commander et le recevoir quelques jours après. Et puis sinon, sur Internet, Fnac, Amazon, Chapitre, enfin, tous les sites de commande de livres, il sera répertorié. Ok, super. Donc on rappelle La Terre vue de la Selle, la selle du vélo, aux éditions Amalté. Et tu es Gary et tu as passé donc 2 ans, 20 000 kilomètres, 38 pays. Un livre, ben voilà, tu nous as un peu expliqué justement quelques anecdotes qui s'étaient passées. Et ouais, moi en tout cas ça me donne envie ça me donne presque envie de lire un peu plus, d'en connaître un peu plus. Vraiment intéressant. Merci d'être passé, Gary. Un dernier mot pour le monde. Un dernier mot pour le monde. Bah, voyagez. N'hésitez pas. Si vous en avez marre de la crise, barrez-vous. C'est le moment. C'est marrant, tous les voyageurs disent ça. Hein. À la fin, je leur demande toujours ce qu'ils veulent dire. Ils disent toujours, voyagez, bougez, partez. Et ben voilà, à force, vous allez comprendre et je vais plus du tout avoir d'auditeurs parce que vous serez tous quelque part dans le monde entier. Mais heureusement, VoyageCast est toujours disponible sur Internet. Voilà, ils écouteront les podcasts sur leur vélo au Bangladesh. Ah, tu sais que, alors, il y en a pour l'instant pas qui écoutent en vélo Bangladesh, mais il y en a qui en écoutent un peu partout dans le monde. C'est marrant. Hein. C'est sur Internet, on peut communiquer avec des gens du monde entier. Eh ben c'est chouette, merci d'être passé Gary, on se dit à une prochaine certainement, autour d'un verre à Paris ou de nouveau dans un autre podcast, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Moi aussi, merci beaucoup et Allez. Bonne continuation pour ton super site. Merci, allez ciao. Ciao. Il est arrivé à l'improviste, il est là pour la barrière. Oui, tu m'étonnes. Je suis d'accord avec toi, ce n'est vraiment pas le moment, mais je crois qu'on devrait écouter tout ce que ton père a à nous dire. Je me fiche de ce qu'il a à dire. Si cette tempête change de trajectoire... Et voilà pourquoi il est là. Et je sais déjà ce que tu vas dire. L'onde de tempête coïncidera avec la marée d'équinoxe et la barrière va céder, c'est ça? Oui. J'ai vu la simulation de son modèle et c'est un scénario tout à fait C'est crédible. incroyable, hein. T'as toujours pas compris? Chez lui, c'est une obsession. Et cette obsession a détruit nos vies entièrement. Mon père se trompe depuis le début et refuse de l'admettre. Et encore merci à Gary d'être passé sur VoyageCast, c'était vraiment une très belle rencontre pour moi. C'est assez étrange aussi parce que c'est son cousin qui écoute VoyageCast qui lui a dit « Eh mais tu fais un livre sur le voyage, tu devrais essayer d'aller sur VoyageCast ». Et puis voilà, du coup il est venu et on a enregistré cette émission. Du coup, c'est vraiment sympa, merci d'être venu Gary. Et j'espère qu'on aura pu vous faire découvrir un peu quelques petites choses qui sont passées durant son voyage. Son livre regorge de ce genre d'anecdotes. Alors si vous aimez les récits de voyage, si vous êtes sur les plages ou même si vous êtes au bureau, profitez d'aller acheter son livre. Vous pouvez le faire très facilement, il est sur la Fnac, il est sur Amazon.
c'est très facile de vous le procurer. Pour ce qui est des films de Voyage Cast, vous aurez certainement deviné qu'il s'agit de Capricorn One dans le premier extrait. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est vraiment un film exceptionnel qui a été à l'origine même d'une théorie assez marrante sur le voyage spatial en réel. Je vous fais le pitch. 3 hommes sont envoyés sur Mars, la fusée est prête à décoller, on voit qu'ils sont en train de faire le compte à rebours et... Bah non, je vous dirai pas tout parce que sinon c'est pas drôle, il faut pas spoiler. En deuxième, il s'agit d'un film, il faut l'avouer, clairement, nettement moins bon. Le titre est évocateur, Danger Inondation, ou Flood en anglais. C'est un film qui a pas grand intérêt. Globalement, c'est une inondation qui arrive sur Londres. Mais bon, je dois vous avouer, il y a un de mes acteurs préférés, Robert Carlyle. Préféré pourquoi ? Ben parce que j'adore son jeu. Et puis surtout, j'aime beaucoup sa voix française. C'est d'ailleurs la voix française de Daniel Craig que j'aime beaucoup. Bon, le film, autant vous dire qu'à moins que vous n'ayez vraiment rien à faire, que toutes les séries possibles et imaginables ont déjà été vues, n'allez pas le voir, ça n'a aucun intérêt. Je vais vous laisser parce que ma voix commence à partir gentiment, ça doit s'entendre, mais ça m'a fait plaisir de vous accueillir encore une fois sur Voyage Cast pour ce 32e épisode. Le 33e est déjà enregistré. Vous aurez la chance d'entendre Eddie du blog Travel Plugin qui va nous conter quelques-unes de ses aventures en Colombie. Fait unique dans l'histoire d'Internet, j'ai même réussi à voir Tony, son excellent dessinateur de lama, pour nous expliquer quelques petits détails sur la Colombie. Bref, un podcast assez chouette, assez tranquille. La Colombie, on en parle souvent en mal. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Ben désolé, vous devrez attendre 2 semaines pour le savoir. Si vous êtes en Suisse ou en France, bonne chance pour la canicule qui s'annonce très très chaude. Et rappelez-vous, il faut s'hydrater quand il fait chaud. Ceci dit, j'ai une bière bien fraîche à côté de moi, je vais commencer à m'hydrater tout de suite. Mais rappelez-vous, avec modération. J'oubliais, en fait je crois que je vais vous laisser avec les Doors, parce que le début était vraiment trop court. Puis vous savez quoi ? Il y a un truc qui s'est passé, faut que je vous le dise. Juste 2 secondes. Un truc que j'ai trouvé assez deg. En fait, sur Voyage Cast, j'utilise des extraits de films et des extraits de musique pour rendre le truc assez sympa. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas le mettre sur YouTube pour ajouter quelques images de pays, quelques images sur Google Maps. Ça pourrait être utile pour ceux qui écoutent le podcast. Et puis, dans ce but-là, j'ai toujours enregistré une moyenne de 30 secondes de musique ou de film, en me disant que c'était exactement la taille d'un extrait qu'on trouve sur iTunes, qu'on trouve partout, et que donc ça ne posait aucun problème au niveau légal. Eh ben, ça n'a pas fait 1 seconde pour que mes vidéos soient retirées de YouTube, parce que voilà, c'est interdit. Et sachez même que ces crétins de Major qui font ça d'une façon automatique n'ont même pas détecté les bonnes musiques pour mon podcast. Donc je me dis, quitte à être pirate, et puis quitte à être interdit de YouTube, pourquoi est-ce que je me casserais la tête à faire des extraits de 30 secondes ? Pourquoi pas mettre 35 ? Pourquoi pas mettre 40 ? Puis du moment que c'est les Doors, et puis que ça fait du bien d'écouter de la bonne musique, ben pourquoi pas vous la mettre en entier ? Après tout, je m'en fiche, je serai jamais sur YouTube. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, prenez une bonne bière et écoutez ce morceau de 7 minutes des Doors. C'est un pur bonheur. Allez, à ciao, bonsoir. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and hacked her out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday
storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog with